Thibault est inspecteur général de l'administration et du développement durable. Jean-Pierre Thibault a travaillé dans différentes administrations régionales et nationales. Et très vite, le paysage a constitué le fil directeur de son action, à la fois dans les institutions publiques et dans les associations, dont ICOMOS, où il a fait un gros travail sur les sites et les paysages. Ah, je peux m'asseoir, mais je ne m'assois pas. Il a fait un gros travail sur les sites et les paysages. Et dans le collectif Paysage après pétrole, où vous avez aussi travaillé sur les paysages et la transition écologique. Aujourd'hui, vous allez nous présenter les paysages liés à l'eau et les synergies nécessaires à leur maintien et à leur mise en valeur dans le cadre de ce changement climatique. Jean-Pierre, je vous remercie. C'est vous qui prenez la parole. Bon, le thème, c'est effectivement de voir... on a vu hier soir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Main basse sur l'eau, qui était tout à fait majeur dans la prise de conscience qu'il peut engendrer, de l'importance de ce... Alors, doit-on dire bien commun ou bien public global? En tout cas, bien collectif. Et l'eau est aussi un élément de la mémoire des hommes, qui a inspiré leur légende, qui a inspiré tout simplement un fluide vital. Et à partir de là, ce fluide a engendré toute une série de patrimoines. Et malheureusement, très souvent, comme dans beaucoup de domaines dans notre pays, un peu centralisé, un peu jacobin, un peu vertical dans la manière dont il perçoit les choses, on a tendance à faire des grandes colonnes et pas forcément à regarder la transversalité. Et je vais tenter, au cours de ces quelques minutes, de vous montrer en quoi les patrimoines de l'eau sont en fait des patrimoines qui doivent être mis en commun pour engendrer une bonne gestion, une gestion rationnelle, une gestion durable de cette matière première majeure. Donc, synergie, bon, vous avez la tour Carbonnière à Aigues-Mortes, est-ce que c'est séparable de la petite Camargue? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui était d'abord? Est-ce que c'était effectivement la manière dont on a implanté là, dans cet endroit particulier, une tour de guet, ou est-ce que c'est le marais lui-même qui est important? Les deux, évidemment, sont majeurs. Alors, l'eau a engendré des éléments patrimoniaux du plus modeste au plus monumental. Là, il y a des choses de chez vous, pas loin. Les remparts d'Aigues-Mortes, le viaduc de Vintabrin. Et puis là, il y a des choses de chez moi, dans les Pyrénées. On a parlé ce matin de la montagne. Là, vous savez ce que c'est que ces petites choses en pierre sèche? Ça s'appelle des laïtés. Pourquoi des laïtés? Ça vient du mot lait, le lait. Parce que l'activité pastorale de ces estives de la Haute-Bigorre nécessitait qu'on conserve le lait un certain temps en estive avant de l'emporter à Toulouse, où il servait à approvisionner les Toulousains en produits, notamment en beurre. La vallée produisait énormément de beurre et on mettait ça dans des sortes de frigos naturels, puisqu'il y avait un petit ruisseau qui circulait au fond de ces petites alvéoles qui étaient des sortes de frigidaires naturels. On n'avait pas besoin de fréons ou de je ne sais pas quoi. Et on faisait conserver le lait là-dedans. Donc, petit patrimoine, grand patrimoine, et dans tous les cas, en tout cas, un patrimoine lié intimement à l'eau. Et puis, il fallait exploiter les richesses de l'eau, il fallait amener l'eau là où il fallait, y compris s'en servir comme force motrice avec les moulins. Là, vous avez le moulin à marée de l'île de Bréhat. Et puis, vous avez comme ça des éléments aussi qui nécessitent de prévenir les colères de l'eau. Quand il y a trop d'eau, bah, évidemment, il faut construire des choses pour se protéger. Et on en a construit beaucoup. On a construit beaucoup de digues, on a construit beaucoup de secteurs qui tentaient de prévenir cette montée des eaux. On verra tout à l'heure la difficulté que ça nous engendre aujourd'hui. Et puis bon, vous avez évidemment le Val-de-Loire, patrimoine mondial, qui est un élément majeur qui n'existerait pas si la Loire ne circulait pas par là. Et puis l'eau, c'est aussi un formidable réceptacle de biodiversité, évidemment. Ça va de soi, mais enfin, ça va mieux en le disant, de biodiversité marine que de biodiversité en eau douce, d'interpénétration entre la terre et l'eau. Là, vous avez les marais de Mana en Guyane, on a tenté de faire des polders et puis ça s'est abandonné. Aujourd'hui, ça fait un magnifique petit territoire. Quand on le regarde en photo aérienne, il y a une sorte de palette artistique qui est tout à fait sympathique. Et puis le patrimoine culturel se reflète dans le patrimoine naturel de l'eau.
Vous voyez là les signes et le château à l'entrée du golfe du Morbihan. Et puis évidemment la fameuse maison au volet bleu du Marais Poitevin. Bon, continuons, mais allons vite sur cette espèce de kaléidoscope de ce que peut engendrer comme patrimoine l'élément aquatique. L'élément aquatique parfois divinisé. Alors, je crois que ça, c'est la source de la Seine. Alors évidemment, la Seine, c'était aussi une déesse. Hein, donc l'eau était quelque chose de sacré. Je pense que c'est important, quand on a vu le film d'hier soir, de rappeler à un certain nombre de Dalton qui figuraient avec leur tête épouvantable comme les méchants de l'histoire, de leur rappeler qu'ils s'adressent à quelque chose qui est non seulement majeur pour la vie humaine, mais aussi sacré pour ses croyances et pour sa spiritualité. Donc les sources, mais aussi les mers lointaines. Là, vous avez le port de Rochefort, où on est parti découvrir, ou pas découvrir, mais en tout cas exploiter les peaux de castor, et dont on a ramené notamment le bégonia, qui est arrivé en France par là. Et puis vous avez les carlets de Charente-Maritime aussi, qui sont une espèce de mode de pêche tout à fait original, et qui ont donné à cette côte une espèce de caractère étonnant et totalement singulier. Vous n'en trouverez pas, je crois, nulle part ailleurs. Ces petites cabanes sur la mer. On a l'impression qu'on va franchir la mer, franchir l'estuaire de la Gironde en l'occurrence, mais bon, on s'arrête un peu heureusement en chemin. Voilà. Alors, l'eau aujourd'hui. L'eau aujourd'hui, elle subit toutes les crises que l'on connaît, toutes les crises dues à l'activité humaine et à son exacerbation qui a fait qu'aujourd'hui, on est à la fois dans les deux grands défis que l'on connaît, c'est-à-dire la perte de biodiversité, on dit l'effondrement, c'est un peu anxiogène, mais en tout cas une perte avérée du nombre d'espèces végétales et animales. Et puis le climat qui fait que l'eau aujourd'hui est soit en pénurie, sécheresse, soit en montée des océans. La fonte des calottes glaciaires, le réchauffement, tout simplement, le réchauffement, ça veut dire que l'eau des océans prend plus de place, dilatation, et que du coup, de toute façon, on va avoir sur le bord des rivages marins des montées des eaux totalement inexorables, et qu'on aura par ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, l'activité humaine, l'activité industrielle, agricole, l'activité même simplement de loisirs, a engendré des pollutions qui sont aujourd'hui extrêmement préoccupantes. Donc l'eau aujourd'hui est un sujet plutôt d'inquiétude que de contemplation et d'intérêt sur le plan patrimonial. Ça, c'est quand même un peu préoccupant. Et donc pour ça, pour contrebattre finalement ces éléments d'anxiété, il nous faut tenter de dépasser les contradictions entre l'eau comme patrimoine ou les patrimoines engendrés par l'eau, naturels et culturels, parce que, malheureusement, je vous l'ai dit, on est dans un pays jacobin, verticaliste, où chacun voit midi à sa porte et où la zone de confort consiste surtout à parler avec les gens qui nous ressemblent et beaucoup moins avec les gens qui sont différents. La différence commence au bureau voisin. C'est-à-dire que le chef de bureau, il n'y a pas plus ennemi d'un chef de bureau qu'un autre chef de bureau. Dans les ministères, comme dans les structures de collectivités territoriales. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Bon, voilà. Donc, il faut qu'on fasse de ces patrimoines conjugués, c'est-à-dire de notre histoire. Notre histoire, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Si on est, comment dire, amnésique, on ne sait pas où on va. Si on a autour de soi, derrière nous, un élément qui nous permette de savoir comment les choses se sont produites, comment les choses se sont passées, on est beaucoup plus armé pour affronter ce qui va suivre. Il ne s'agit sûrement pas de fétichiser le passé, de dire qu'il faut s'arrêter. Ça ne s'arrête jamais. Mais il faut partir de là pour essayer de faire un chemin. Or, ça serait bien si on n'était pas justement dans ce système de petites querelles ridicules entre les différents types de patrimoine, comme si on avait oublié que la Convention du patrimoine mondial, qui opportunément s'appelle Convention du patrimoine mondial culturel et naturel, n'était pas gérée par des ministères antagonistes, par des administrations qui ne se parlent pas ou qui ne se parlent pas assez. Et donc, il faudrait faire de ces patrimoines conjugués des éléments facilitateurs pour cette gestion durable de la ressource en eau. Il faudrait s'appuyer sur l'attachement réel des populations locales à leur passé, à leurs grands-pères, à leurs grands-mères, à la manière dont les choses se sont faites, non pas pour s'arrêter, mais pour continuer à partir des expériences et de ce que nous a légué. Il est beaucoup plus facile de mobiliser des volontés pour un moulin un peu pittoresque, pour un élément
de culture un peu intéressants que pour des éléments un peu plus abstraits, des équations sur la qualité de l'eau, même si c'est important, hein, ou sur la mesure des étiages, la mesure de l'érosion côtière. Tout ça nécessite que l'on parte d'éléments tangibles. Et ces éléments tangibles, c'est à la fois des éléments de naturalité et des éléments de culture et de patrimoine culturel. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets, et ça sera l'essentiel de mon propos, en fait, sur la manière dont on peut, heureusement, dépasser ces contradictions qui, souvent, nous empêchent d'avancer entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. On va parler un peu des moulins, qui sont un joli petit sujet de conflit. On va parler du patrimoine culturel des marais. On a trop tendance à penser que les marais, c'est d'abord une question d'eau et de biodiversité. Ce n'est pas seulement. On va parler de la libre évolution de la côte par rapport au patrimoine balnéaire. On va parler enfin des phares historiques. Comment ? Quand ça tombe, ça veut dire que tu as déjà trop parlé. Allons bon. Donc là, tu as tout le triangle. Ouais, bah c'est bien, il me reste encore plein de temps. Voilà. Bon, je continue. Donc, et puis on parlera enfin des phares historiques et du patrimoine naturel marin, où il y a là aussi de belles synergies à essayer de composer. Alors, premièrement, les moulins et les continuités écologiques. Alors, là, on est dans un beau sujet de conflit, pas planétaire, hein, mais de petits conflits comme ça qui empoisonnent notre existence quotidienne entre les propriétaires de moulins et les pêcheurs de saumon. Voilà, le saumon, c'est une espèce dite amphialine, c'est-à-dire qu'elle fait sa croissance dans l'eau douce et ensuite elle va en eau salée. Donc son cycle de vie, c'est sur l'ensemble de ces sujets-là. Or, il y a ce qu'on appelle des discontinuités et que le pauvre saumon, quand il a franchi 4, 5, 6 obstacles, il est épuisé, il ne remonte pas jusque dans les frayères et donc il ne se reproduit pas et donc il n'y a plus de saumon. Dilemme, comment on fait ? La réponse toute simple, dire enlevez-moi ces chaussées de moulins. Ah oui, mais disent les propriétaires de moulins qui ont acheté une jolie petite maison au bord de la rivière avec la chaussée qui fait un grand plan d'eau à côté. Oui, mais moi je suis chez moi, je veux pas. Et on est dans le domaine public-privé là, on n'est pas encore en domaine public fluvial. Donc comment on fait ? Et puis en plus, on ajoute à ça un petit sujet de complexité supplémentaire que l'énergie renouvelable. L'énergie des chaussées de moulins, ça peut être réutilisé comme microcentrale. Pauvre saumon, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on a trouvé, on tente de trouver, on n'y arrive pas facilement. Et en tout cas, il faut que là, pour le coup, on n'ait pas d'injonction nationale qui serait a priori contradictoire. Ministère de la Culture, sauvegardez-moi ces moulins, ils sont magnifiques, et c'est vrai. Ministère chargé de la biodiversité, ah oui, mais mes pauvres saumons amphialiens, comment ils font ? Comment fait-on ? D'abord, il y a une gradation du nombre d'obstacles, il y a des capacités techniques de faire des passes à poissons, et puis il y a des éléments de compromis à trouver, cas par cas, territoire par territoire, dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, par exemple, qui sont un beau lieu où tout le monde se retrouve, les usagers de l'eau, les scientifiques, les élus. Donc là, on va trouver des choses. On va réussir, je crois que je suis après encore... Voilà, il y a eu un rapport, malheureusement, uniquement de l'inspection générale du ministère de l'Environnement. On n'a pas été fichu de faire une inspection conjointe avec le ministère de la Culture, c'est dommage. Enfin, on a quand même essayé de trouver un certain nombre de choses. Et dans ce rapport, que vous trouverez en ligne, il y a un certain nombre de beaux exemples, de références qui ont été trouvées. Et en particulier, il y a le château de Maintenon. Vous savez que le château de Maintenon, on avait tenté, du temps de Louis XIV, alors là, on reculait devant rien, parce qu'il fallait que le roi, quand il sortait de son château, ait tous ses jeux d'eau. Et donc, on allait, comme l'eau de la Seine ne suffisait pas, comme la machine de Marly n'était pas suffisante, on allait amener de l'eau de l'Eure. Et l'Eure, il y avait un grand viaduc au château de Maintenon qui était prévu pour amener l'eau vers les jardins du roi. Et puis, le viaduc n'a jamais été mis en service parce qu'il a dû y avoir une guerre que affectionnait Louis XIV, et puis il n'y avait plus de crédit, comme aujourd'hui, et ça s'est arrêté. Donc, on a aujourd'hui réussi à trouver, sur la gestion de ce château et de son parc, un certain nombre d'éléments qui maintiennent cet effet de miroir d'eau avec une passe à poissons assez originale. Donc sur un sujet qui n'était pas simple,
On a pu réussir quelque chose parce que les gens se sont mis autour de la table et ont réussi à travailler entre eux et de manière très pragmatique à trouver une solution de compromis. Deuxième sujet, patrimoine culturel des marais, les terres d'eau. Les terres d'eau, c'est aussi, et ça on le répète à beaucoup de reprises, et c'est une évidence à peu près partout dans le monde, ce sont des créations humaines. Alors, quand on dit ça aux naturalistes, ils lèvent les bras au ciel en disant mais non, il faut que la naturalité l'emporte, il faut que ces marais soient d'abord rendus à la nature. Sauf que c'est souvent cet alliage très subtil, cette gestion très fine des canaux, des œillets pour les marais salants, vous voyez celui de Guérande là qui est fabuleux, qui ont donné lieu à une gestion qui finalement a donné aujourd'hui à ces marais le statut de bonnes étapes de migration pour les oiseaux d'eau. Donc nous sommes dans une capacité là aussi à donner une dimension culturelle, dont je rappelle qu'elle est quand même très appétante pour nos concitoyens, peut-être plus, encore que les oiseaux ça marche bien en termes de manière de sensibiliser à l'environnement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Néanmoins, si on ajoute cette dimension culturelle, si on ajoute la manière dont ont travaillé les saliculteurs, les sauniers, si on ajoute la manière dont ces canaux, dont ces marais constituent une sorte de palette extraordinairement pittoresque, on a la capacité, je pense, de mieux gérer et de mieux préserver, parce que c'est ça qui compte à la fin, ces paysages culturels totalement exceptionnels. Voilà. Alors, un petit exemple qui ne s'est pas encore tout à fait fini, mais qui a été assez terrible, la forteresse de Brouage. Une espèce de grand vaisseau de pierre échoué dans un ancien marais salant, où on a essayé de faire un grand port salicole, on exportait le sel par là, et puis il y avait on avait fait une forteresse parce que le roi de France voulait tenir en respect La Rochelle, qui n'était pas très loin, où c'était plein de protestants, donc de sujets pas très sûrs pour le roi catholique. Voilà, donc on avait fait cette forteresse qui, à bout du compte, a été... les Rochelais ont fait couler des barques pleines de cailloux à l'entrée du havre de Brouage. Le havre s'est envasé et finalement la forteresse a été abandonnée. Et donc il ne reste plus que cet extraordinaire vaisseau, cet extraordinaire alliage de pierre en plein milieu d'un ancien marais salant. Non, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des gens qui viennent visiter. Alors, les cultureux disent il ne faut plus de voitures dans la forteresse. Et les naturalistes disent oui, mais comment vos voitures, vous allez les faire passer? Faites une déviation dans les marais, quoi? Comment ça? Vous allez me perturber mes oiseaux d'eau. Vous allez dénaturer le marais. Comment fait-on pour trouver le compromis? Et je vous assure que ceux qui géraient la forteresse, qui la mettaient en valeur, et qui d'ailleurs ont fait une assez jolie un beau travail de restauration très opiniâtre, en même temps, ils voulaient absolument évacuer les voitures. Et les naturalistes disaient mais nous voulons pas. Et les touristes disaient mais oui, mais depuis les remparts, on voit des endroits qui nous paraissent très très beaux. Donc on aimerait bien aller les visiter aussi. Et puis il y a des oiseaux. Et puis, il y a peut-être des petites boucles de cheminement à faire. Alors, on a fini par trouver un système qui consiste à, pas encore tout à fait, mais à faire en sorte que les voitures s'arrêtent un peu avant la citadelle de chaque côté, puisqu'il y a une route qui traverse, pour trouver un moyen de mettre en valeur le patrimoine culturel et ne pas dénaturer le patrimoine naturel. Voilà. Donc, on a trouvé comme ça un compromis et ça permettra, j'espère, il y a un projet très intéressant de parc naturel régional, de grand site de France sur le marais de Brouage. Moi, j'y ai travaillé il y a maintenant 30 ans. On finit par y arriver, vous voyez. Il ne faut pas désespérer. Alors ensuite, avant-dernier, je vais aller assez vite parce que effectivement, j'aperçois cette horrible chose. C'est redoutable, votre truc. Le patrimoine balnéaire. Ça, c'est très beau. Les villages de 19e siècle, début 20e, belle époque, ces villages de cabanes le long de la mer, etc. Bah oui, mais c'est ça, ces stations balnéaires, plus ou moins réussies quand on a commencé à en faire dans les années 70. Vous en avez quelques-unes d'assez sympathiques, si j'ose dire, le long de la Méditerranée, là, du côté de l'ouest, à l'ouest du Rhône. Donc rien à voir avec la Provence, bien sûr. Néanmoins, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des patrimoines balnéaires, il y a des patrimoines côtiers. Comment réussit-on à les préserver malgré la montée des eaux? Il y a quelquefois des solutions.
Et ces solutions consistent non pas à avoir une sorte de vocabulaire guerrier qui dirait on va lutter contre la mer, défense côtière, défense contre voilà, des ouvrages de défense, des ouvrages de... Et après on dit aussi, puisque ça ne marche pas, on va faire un repli stratégique, toujours le vocabulaire militaire. A-t-on idée de lutter contre l'océan? Eh ben, dans certains secteurs, bête somme, ils ont réussi à trouver un compromis extrêmement astucieux en refaisant finalement un patrimoine de demain sur une petite colline, que vous voyez là sur la photo du bas, qui est située au-dessus d'une commune qui est en train de se faire bouffer littéralement par l'océan. La falaise s'effrite, la falaise s'effondre. Depuis les années 50, la commune a perdu 2 rues entières, avec les maisons alignées. Donc, comment faire? Ils ont réussi à se dire, on va faire quelque chose de plus beau encore, peut-être, en tout cas d'ambitieux, sur les hauteurs de notre petite ville. Ça s'appelle Holt et c'est au sud de la baie de Somme. Ça fait une espèce de verrou qui arrête le regard quand on arrive juste à l'estuaire de la Somme. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. On en reparlera si vous voulez. J'arrive au dernier élément. Le patrimoine marin, le patrimoine benthique, le patrimoine de la faune et de la flore marine, patrimoine culturel et paysager lié à la mer, avec des moyens de gestion. Et il y a les parcs marins qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps, qui ont maintenant quelques années d'ancienneté. Et on aurait pu se dire, bon, ils vont se replier parce qu'ils n'ont pas de sous sur leur cœur de métier, qui est la faune benthique. Ils vont parler que de ça. Ben non, heureusement pour nous, nous avons des gens intelligents. Et le parc marin de l'Iroise a choisi de ne pas choisir, c'est-à-dire de faire à la fois sur son site internet, quand vous irez dessus, vous verrez qu'il y a à la fois, il y a des onglets évidemment sur la faune et la flore marine, mais il y a aussi un onglet important sur le patrimoine culturel, à la fois immatériel, les récits de marins, les récits de gardiens de phare, et puis sur les phares de la mer d'Iroise, qui sont quand même un joyau fabuleux. J'arrête là, puisqu'on me dit d'arrêter, et que le temps est écoulé, c'est écrit. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci. Merci Jean-Pierre de ta rigueur. On va peut-être prendre 2 questions seulement. Une ici et ensuite... Ou une là-haut? Je ne vois pas là-haut. Pardon. Il faut prendre le cheap sheet. C'est où le cheap sheet? Il faut prendre le cheap sheet. Donne-moi-le parce qu'ils vont parler. Alors, il faut que je monte, sans me casser la figure. Une question sans Covid, s'il vous plaît. On va prendre les 2 questions et Jean-Pierre répondra aux 2. Oui. Sur le patrimoine et l'eau, je reviendrai sur le saumon, les pêcheurs, les centrales hydroélectriques. C'est effectivement vrai que l'on préserve à travers des passes à poissons la variété des poissons, mais lorsqu'on regarde en France, par exemple, sur le plan saumon, et lorsque l'on commence à regarder le Rhin, où l'on a commencé un programme de passe à poissons sur une douzaine de centrales franco-allemandes sur le Rhin, chaque passe à poissons coûte 6 millions d'euros. Et on en est maintenant, c'est pas fini, il en reste encore 3 ou 4, je crois, à faire pour arriver jusqu'à la Suisse. Mais ce que je trouve, c'est que l'on parle souvent au plan patrimoine d'événements assez réduits. Et lorsqu'on regarde plus largement les grandes choses, je veux dire, ça interroge quand même que de dépenser pratiquement 60 millions d'euros pour une hypothétique remontée du saumon. Il y a des choses un petit peu démesurées et qui sont faites sous la pression, à mon avis, de l'image et pas du tout de l'intérêt, ni de la nature, ni de choses comme ça, quoi. Oui, vous avez montré du patrimoine, ce qui est intéressant parce que le patrimoine, c'est un sujet de réflexion pour le réinvestissement. J'ai aperçu dans les images un moulin à marée en Bretagne. Est-ce que d'après vous, ça serait une possibilité d'initier des nouveaux moulins à marée, par exemple? Et je pense aux moulins à vent. Est-ce que les moulins à vent, en réfléchissant bien, ne pourraient pas être aussi un motif de réflexion sur, excusez-moi, un sujet épouvantable et empoisonné, les éoliennes? Je pense que Volubilis parlera peut-être du vent.
Vous avez déjà parlé du vent. Alors vous parlerez de la terre, peut-être. Voilà. Oui. Premier élément, les saumons. Et effectivement, c'est quelquefois, on se dit c'est totalement démesuré. Maintenant, qu'est-ce qui a commencé? C'est-à-dire qu'on a fait des travaux totalement pharaoniques, et c'est pas à des riverains du Rhône que je vais l'apprendre. Le Rhône, c'est une série de marches, une sorte de grande noria avec des marches qui montent progressivement jusqu'à Genève. Sauf que il y a une marche qui manque là du côté de la confluence de l'Ain, parce qu'ils étaient prêts à faire cette dernière marche, et puis malheureusement pour eux, l'enquête publique était faite, l'étude d'impact, et patatras, l'Ain a changé de cours. Donc le barrage de l'Oyette n'a pas pu se faire. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc il a failli s'appeler. Bon. Donc comment fait-on? Peut-être qu'on se donne bonne conscience en faisant des passes à poissons. Il y a des endroits où ça marche. Évidemment, pas forcément sur des énormes fleuves comme ça. Néanmoins, il y a des endroits non seulement où ça marche, mais où ça peut même être un élément d'attractivité touristique, puisque il y a une sorte de belvédère ou de hublot où on regarde les saumons passer. Et ça, bon, faut-il tenter les restaurations d'espèces? Et combien est-on prêt à y mettre? Ça, c'est un objet de débat. On a beaucoup fait de grands barrages pharaoniques à Assouan. Puis on s'est rendu compte que la crue du Nil disparaissait parce qu'Assouan était là et que du coup la fertilisation du delta et de la vallée du Nil était moindre, indépendamment des temples d'Abou Simbel. Donc jusqu'à quel point est-on capable de réparer? Et ce n'est pas une question morale, c'est aussi une question, je dirais, de proportionnalité entre le remède et la maladie. Et je crois quand même que le fait d'interdire aux poissons migrateurs de circuler, c'est aussi nous priver d'une ressource importante pour l'humanité qui est la ressource piscicole. Et cette ressource piscicole, les travaux internationaux montrent que c'est un des vrais gros sujets des prochaines années, que ça ne suffira pas de faire des piscicultures. Donc voilà, il y a un débat ouvert là-dessus. C'est vrai que quelquefois, on se dit quand même des millions d'euros pour quelques saumons. Bon, voilà. Après, il y a l'histoire de... l'histoire de quoi déjà? Les moulins à marée, oui. Les moulins à marée, on dérive sur les moulins à vent. Les moulins à marée, je dirais, d'ores et déjà, le fait d'utiliser la ressource de la mer et des marais pour produire de l'énergie, on y est. On est en train d'étudier la chose. Alors, je ne parle pas de l'usine marémotrice du général de Gaulle, hein, de la Rance, qui, là aussi, on s'est rendu compte que malheureusement, il y avait de la vase et que la vase, on n'avait pas prévu et que ça faisait perdre un petit peu d'efficacité à la chose. Néanmoins, quand on est sur un territoire et qu'on a envie, ce qui est très louable et ce qui est très positif, de profiter des ressources du territoire pour produire de l'énergie, y compris de l'énergie éolienne, mais bien placée, là où il faut, là où les gens ont envie d'avoir un élément de paysage qui va finalement faire symbole pour eux, sur une crête, sur une montagne, je ne sais pas quoi, comme un moulin à vent jadis, il faut faire flèche de tout bois, si j'ose dire, ou faire, comment on pourrait dire, sur l'eau, je ne sais pas. En tout cas, je pense que là, il y a peut-être des choses à étudier, mais ces choses-là sont déjà étudiées. Pour l'instant, on est encore un peu dans le professeur Tournesol, c'est-à-dire qu'on a des petites centrales, des hydroliennes qui fonctionnent plus ou moins. Ouais, à Bordeaux, il y en a une qu'on étudie depuis très longtemps, qu'on n'a pas encore réussi à mettre en service sous le pont de Pierre. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça à regarder. Je crois qu'il ne faut pas l'exclure. Et le fait non pas de refaire des moulins à marée, mais des choses qui ressembleraient un petit peu dans leur principe, c'est-à-dire utiliser les forces de la nature, les forces naturelles, le soleil, le vent, le courant marin ou fluvial, c'est une des réponses possibles. Ou alors, sinon, c'est l'atome. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre.